Docteur Alain Frère. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la personnalité absolument extraordinaire pour le festival du cirque à Monte-Carlo. Tout le monde vous connaît parce que vous accompagnez l'aventure du festival depuis son origine. 40 ans. 40 ans. La grande vedette, c'est pas moi. La vedette, c'était le prince Régnier qui a inventé le festival du cirque en 1974. Et il l'a inventé tout simplement parce que le cirque se portait mal. Et il a voulu faire dans sa principauté, en tant que chef d'État, une manifestation en faveur du cirque. Pour donner au cirque les lettres de noblesse. Voilà ce qu'il a fait. Et c'est cet homme fabuleux qui a imaginé le festival du cirque de Monte-Carlo. Eh bien, ça s'est commencé parce qu'il y avait un prince charmant du cirque. Et c'est un conte de fées. En 1974, c'était le 25e anniversaire du prince Régnier, de son règne, son jubilé. Et le prince Régnier était un passionné de cirque, donc il voulait imaginer quelque chose en principauté à la gloire du cirque. Et il a créé le Festival du cirque international de Monaco. Mais ça ne s'est pas fait comme ça. Parce que personne n'y croyait. Et il fallait que nous ayons un chapiteau. Et je connaissais parfaitement la famille Bouglione, dont j'étais le médecin. Ils ont accepté de venir avec leur chapiteau. Il y avait 4 séances de sélection et un final le lundi soir. Personne n'y pensait que ça allait marcher, mais ça a marché. Et ça a tellement bien marché que le prince a repris lui-même la manifestation, avec créant un comité d'organisation. Et en 1975, c'était une affaire personnelle du prince Régnier avec un comité. Et je dois dire que l'aventure a progressé. On n'a pas eu tout de suite un chapiteau énorme, mais on a eu progressivement, c'était Bouglione avec 1800 personnes, puis après Orphée, 2500 personnes, et après on est passé avec plus de 4500 personnes, avec le Circo Americano Tony italien. Et puis le prince a dit, non, maintenant on va construire un chapiteau. Et il a fait une construction que vous avez actuellement, où on peut mettre vraiment 4000 personnes tous les soirs. Mais ça s'est fait très doucement, il n'a pas paniqué. Les Russes sont venus la 2e année, mais les Chinois sont venus plus tardivement, à la 5e année, et les Russes sont venus en délégation à partir du 4e festival. Et puis progressivement, le festival a atteint une notoriété qui là aujourd'hui, c'est la plus grande manifestation du cirque dans le monde, indiscutablement. Tous les autres festivals ne font pas le figure à partir du festival de Monte-Carlo. On vient ici pour avoir un clown d'or, un clown d'argent, un clown de bronze, comme on va à Cannes pour avoir la palme d'or. Voilà, exactement. Et puis alors, il a passé, lorsque le prince est parti au ciel, eh bien, c'est sa fille, qui avait le même virus que le père, la princesse Stéphanie, qui a repris le flambeau, et depuis 9 ans, c'est elle qui mène l'affaire parfaitement, qui s'implique dans ce festival, et qui participe du matin au soir. Elle est là à 9h le matin, jusqu'à 1h du matin, ou 2h du matin, tous les jours. Elle s'implique à fond dans le festival du cirque. Pourquoi ? Parce qu'elle l'adore, parce qu'elle l'aime, parce que c'est sa passion, c'est sa vie. Et miracle, sa fille Pauline est pareille qu'elle. Elle aime le cirque et elle a créé pour sa fille le festival New Generation qui a lieu 1 semaine après et dont c'est la 4e édition cette année. Voilà l'histoire du festival du cirque de Monaco. Une histoire de fée avec un prince magique et sa fille magique, et sa petite fille magique comme le cirque. Et le cirque, ici, il rayonne. Il rayonne dans la piste. Il rayonne autour de la piste. C'est le Festival international du cirque de Monaco. Ce sont les Jeux olympiques du cirque moderne. Vous avez prononcé le mot magique. Eh bien, ce que j'ai pensé en regardant hier à la première partie du programme officiel. Oui. Les numéros sont d'une telle perfection qu'on a l'impression que c'est de la magie pure. Est-ce que vous pouvez parler devient réalité. Oui. Effectivement, ce sont les meilleurs numéros du monde.
Et puis, vous comprenez, on vient ici, je vous l'ai dit, pour gagner un trophée, les Chinois en particulier. Nous avons 2 troupes acrobatiques chinois. On a les Nord-Coréens, qui sont les plus grands artistes qui évoluent en voltige aérienne. Et puis on a tous les Russes. On a tous les Russes, madame. Et cette année, n'oubliez pas que c'est l'année de la Russie à Monaco, et nous avons toutes les vedettes des cirques, c'est-à-dire que nous avons les frères Zapachny, avec le cirque de Bolchaï, nous avons le Roscoe Cirque, et nous avons Maxime Nicolin. Donc les 3 grandes compagnies de cirque de Russie sont présents avec leurs meilleurs numéros. Il y a 10 numéros russes cette année. Quelle chance pour vous! Ça veut dire que on voit la vitalité du cirque russe aussi. On voit qu'il y a aussi des jeunes, comme les frères Zapachny, qui créent un cirque moderne, et vous avez vu qu'il y a une créativité, qu'il y a une chorégraphie, et il y a la musique. Musique moderne, mais aussi quelquefois la musique russe que l'on aime, avec les djigits, avec la barre russe. Donc c'est l'authenticité du cirque russe présent à Monaco. Hier en particulier, nous avons remarqué les interprètes qui sont venus du Corée du Nord, Oui. ce qui est absolument extraordinaire parce qu'on ne les voit pas souvent. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce numéro époustouflant? Comme vous l'avez dit, les Nord-Coréens, on les voit très rarement. La politique se mêle, mais ici, eh bien, en principauté, ils viennent régulièrement, et depuis des années, depuis le 8e festival du cirque, ils ont été présents, et ce sont eux qui ont gagné les plus grandes récompenses en ce qui concerne le numéro aérien. Et vous verrez, vous allez voir ce numéro extraordinaire, 2 numéros extraordinaires de Corée du Nord, avec ces balançoires aériennes qui propulsent les voltigeuses et voltigeuses dans les airs. Une voltigeuse fait un saut de 14 mètres, et un voltigeur et une voltigeuse réalisent le quadruple saut périlleux. Et puis ce couple dont vous avez parlé, tout à fait exceptionnel, un couple d'abord de très beaux artistes qui font d'abord sur la piste un numéro de danse acrobatique, et puis après qui montent dans les airs, parce que il faut bien dire que le cirque, c'est un spectacle pas comme les autres, parce qu'il a le ciel que les autres n'ont pas. Et au ciel, il se passe des choses extraordinaires. Et en particulier, ce couple, eh bien, il monte dans les airs, mais il faut rajouter un paragraphe, c'est que pendant toutes les 10 minutes que dure le spectacle, aussi bien sur la piste qu'au ciel, l'artiste nord-coréenne tient un bâton dans sa bouche, sur lequel il y a une tige en équilibre, et au-dessus, il y a un plateau avec des verres. Pendant tout le spectacle, elle tient en équilibre cette baguette, on peut dire magique, et elle fait tout le numéro, ses extraordinaires équilibres sur pointe, ses numéros dans les airs, ses balances, ses jonglages. Le cerveau est occupé en permanence, et c'est unique au monde parce qu'on n'a jamais fait. On voit à Monaco des choses qui sont impensables, qu'on pense qu'on ne réaliserait jamais. Donc c'est vrai, le rêve devient réalité en principauté. Quels sont les critères de sélection de spectacles pour critère de sélection, le directeur artistique, et moi-même proposons des numéros à son Altesse la princesse Sérénissime, la princesse Stéphanie, qui choisit, c'est un choix du prince et de la princesse maintenant, mais elle le fait en posant des questions, et puis elle se déplace aussi, elle voit aussi les vidéos, il faut lui expliquer les vidéos. Vous savez, c'est une princesse qui connaît bien le cirque, elle ne se trompe pas, elle a un jugement pertinent, et d'ailleurs la preuve, regardez ce que vous avez en piste, c'est quand même elle qui fait la sélection finale, elle ne se trompe pas, elle voit juste comme son père. Vous avez évoqué l'année de la culture russe à Monaco. Je sais que vous êtes aussi conseiller à la culture. Je suis vice-président des affaires culturelles au Conseil général des Alpes-Maritimes, ça veut dire c'est le gouvernement de la Côte d'Azur. Depuis 14 ans, je mène
ce combat pour la culture. Mais ce qui va se passer à Monaco, c'est quand même exceptionnel. C'est une affaire politique. C'est un jugement si pertinent de la principauté de Monaco, dans ces moments qui sont difficiles, entre les relations entre la France et la Russie. Au moins, il y a un pays, un État indépendant, qui a eu l'intelligence, qui a eu la pertinence de miser sur la Russie. Et nous avons beaucoup de chance sur la Côte d'Azur, madame, d'avoir les Russes. Ces Russes qui sont des passionnés, qui aiment la Côte d'Azur, vous savez, depuis le 19e siècle. C'est une histoire, c'est une longue histoire entre la Russie et Nice, avec la cathédrale. Vous savez que le Tsarevitch est mort à Nice. Vous savez également que cette cathédrale est la plus belle cathédrale orthodoxe en dehors de la Russie, qui est en train d'être restaurée. Donc il y a un passé, il y a une histoire entre la Russie et la Côte d'Azur. Il y a un mythe pour les Russes. Comment? La Côte d'Azur, c'est un mythe depuis un siècle. Et alors ils viennent chez nous volontiers, et nous devons les recevoir à la hauteur de ce qu'ils représentent. Voilà ce que je dis. J'ose le dire, je suis un politique, membre de l'UMP. Je dis que nous devons recevoir, nous devons entretenir des relations les plus cordiales entre la Russie et la France, car c'est une longue histoire d'amitié. Il ne faut jamais l'oublier. Et l'amitié, surtout lorsqu'elle est culturelle, eh ben, c'est l'essentiel de la vie. La culture, c'est l'essentiel pilier. Actuellement, nous sommes en crise. Si nous n'avions pas la culture, nous n'aurions pas nos racines solides. Donc, la Russie, c'est aussi la culture. Et vous savez combien la fondation MAG, maintenant, avec Kandinsky et autres, est importante. Vous savez également le musée Chagall à Nice, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc, il y a une longue histoire, une histoire culturelle, qu'il faut cultiver. Continuons à cultiver l'amitié franco-russe à travers la culture. C'est la plus belle des aventures qui puissent exister. Je vous remercie parce que ça me tient beaucoup à cœur. Parce que notre magazine, l'Affiche européenne, elle se tient très fort, cette idée des Russes en Europe et de l'Europe avec la Russie. Donc c'est très important pour nous. J'y crois. Vous savez que je connais très bien la Russie puisque je suis invité régulièrement dans les grands festivals russes. Peut-être on peut revenir vers vous, parce que je sais que vous êtes créateur également de musées sur le cirque, sur l'histoire du cirque. C'est un musée personnel, ma collection. Lorsque j'ai vu que dans ma jeunesse, tout de suite j'ai été épris de ça, mais surtout lorsque je me suis installé en 1967 comme médecin dans mon village de Tourette-Vins, qui est, je vous le dis, mon village est un musée à ciel ouvert d'abord, parce qu'il y a des statues. Eh bien, j'ai voulu sauver le patrimoine du cirque. Et je pense l'avoir sauvé parce qu'on ne faisait pas attention. J'ai collectionné les affiches qui sont extraordinaires, l'histoire du cirque à travers l'affiche, les programmes, les documents, les bronzes, les tableaux, les gravures. J'ai par exemple une magnifique épreuve d'artiste de Chagall et d'autres choses. Donc je pense qu'il fallait protéger, et maintenant il y a un livre qui est sorti à travers ma collection, ben, tant mieux, ça fait connaître le cirque, et je pense que j'ai été un précurseur pour défendre l'art du cirque. Cet art qui est un bel art, qui est un art populaire. C'est beau d'être un art populaire, un art du peuple. C'est-à-dire qu'il est accessible à tout. Le cirque est accessible à tous les âges, aux riches comme aux pauvres. On le comprend bien, et surtout lorsqu'il est dans une piste ronde. Regardez, cette piste, c'est un symbole. C'est un symbole de l'amitié, on se donne la main, un cercle, et ce cercle devient le cercle magique. Alors, vive le cercle magique.